Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les autorités sénégalaises qui passent enfin à l'action face à la crise économique qui mine le pays. Plus de 16 mois après leur accession au pouvoir, les dirigeants présentent leur plan national de redressement économique et social. Détail de ce plan ambitieux à suivre dans ce journal. On parlera aussi des inondations meurtrières qui sévissent en Guinée depuis plusieurs jours. Conakry est toujours sous les eaux. Il y a eu plusieurs disparus et d'énormes dégâts matériels. L'alerte rouge est lancée. Nous irons sur place. Et notre invité de ce vendredi est un écrivain universitaire et critique littéraire franco-marocain. Khalid Lamiali publie un second roman bouleversant, mêlant enquête, poésie et fiction. Évocation d'un mémorial à Venise et dédié à la mémoire des réfugiés dont on ne parle jamais. Un récit qui questionne la mémoire, l'exil, le rôle de la littérature face à l'oubli. On ouvre ce journal par le Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre ont décidé de passer à l'action. Face à la crise économique que traverse depuis plusieurs mois le pays, le chef du gouvernement a présenté ce vendredi à Dakar un plan national de redressement économique et social. Adopté mercredi en Conseil des ministres, ce plan ambitionne de mobiliser les ressources financières internes du Sénégal pour mieux mettre fin aux difficultés économiques. Les détails dans cette correspondance à Dakar d'Elimane. Ce plan vise d'abord à sortir de la crise des finances publiques que traverse le Sénégal depuis maintenant plusieurs mois avec une dette publique qui a atteint 119% du PIB et une difficulté du pays à accéder au marché international. Le plan vise d'abord à mobiliser les ressources internes du pays. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal comptera d'abord sur ses propres moyens avec la mobilisation de 5 600 milliards de francs CFA. L'objectif, selon le Premier ministre, est en 2 ans et demi d'impulser le développement du pays. Je propose d'écouter le Premier ministre ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Nous sommes donc en train de faire ce qui nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. La mise en œuvre de ce plan de redressement permettra, selon le gouvernement, d'améliorer la situation sociale des ménages en réduisant notamment les prix des denrées de première nécessité et le coût de l'électricité, mais aussi en permettant au Sénégal tout simplement de respecter ses engagements internationaux. La capitale guinéenne est toujours sous les eaux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de fortes pluies ont provoqué des inondations meurtrières. On dénombre plusieurs disparus et d'énormes dégâts matériels. Les autorités ont lancé une alerte rouge face aux risques accrus de pluie dans les prochains jours. Les explications avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry, des maisons se sont effondrées sur des personnes durant leur sommeil. Des enfants et des personnes âgées ont été emportés par les eaux. Un haut cadre de l'administration publique à bord de sa voiture a été piégé par les eaux. Son corps a été retrouvé après plusieurs heures de recherche. Des glissements de terrain sont signalés dans plusieurs zones de la capitale Conakry. Selon l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, le bilan pour la seule nuit est d'au moins 15 morts et les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Au quartier Simbaya, toujours dans la banlieue de Conakry, un père de famille a perdu ses 4 enfants et son épouse. Tout d'un coup, mes enfants m'ont appelé. Ils ont fait des cris. Papa, venez au secours, venez au secours. Le temps que je me réveillais, je me levais pour voir, je me suis retrouvé sous l'eau. Tous mes enfants sont partis, il ne reste rien. Le mur est tombé sur ma femme, ça c'est sans bouger sur place. La situation demeure toujours inquiétante pour les populations, d'autant plus que l'Agence météorologique nationale annonce de fortes pluies pour les jours à venir. On passe au coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations ce samedi en Tanzanie. Pour la première fois, 3 pays d'Afrique de l'Est accueillent la compétition, Tanzanie, Kenya et l'Ouganda.
Le tournoi aurait dû avoir lieu en février, a été reporté au mois d'août puisque les organisateurs n'étaient pas prêts. Le sont-ils maintenant? Bastien Renouille a rendu visite à l'équipe nationale kenyane. Dernier entraînement avant le premier match de l'histoire du Kenya en championnat d'Afrique des Nations. Il affronte la RDC qui a remporté l'épreuve à 2 reprises. Nous sortons d'un camp d'entraînement de 3 semaines, un mois. Nous sommes totalement prêts. Merci au coach de nous avoir aussi bien préparés. Nous sommes prêts pour notre match de dimanche. Les joueurs l'affirment, ils n'ont pas été perturbés par le report. Au contraire, même pour l'entraîneur de l'équipe, cela pourrait avoir des effets bénéfiques. Je pense que les 6 mois de retard du CHAN leur ont donné à tous une chance de travailler et de devenir meilleurs. Maintenant, ils sont prêts à montrer leur talent. On espère que l'équipe du Kenya ne sera pas une déception. Pour briller, encore leur faudra-t-il un bel écrin. En janvier, quand le tournoi a été reporté, les stades n'étaient pas prêts. Cette fois-ci, les organisateurs l'assurent, tout ira pour le mieux. C'est même le président qui fait la publicité de la compétition. Wakenya wenzangu, this August, something big is happening. Il faut montrer que la compétition va se dérouler parfaitement. L'enjeu est grand. Le CHAN fait figure de répétition pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2027 dans les 3 mêmes pays. À Nairobi, un nouveau stade de 60 000 places est en train de voir le jour. Pour ce journaliste sportif, cela semble plutôt bien parti. Je pense que nous sommes prêts. Nous avons poussé le gouvernement pour que les stades soient prêts. Vous savez, avant, nous n'avions aucun stade. Ce tournoi donne une chance aux organisateurs qui ne sont pas habitués à de si gros événements de voir comment les choses se passent. La Coupe d'Afrique des Nations sera encore plus importante. Tous les regards sont tournés vers ici. Tous les grands joueurs viendront, tous les médias. C'est une chance pour voir ce qui ne marche pas et le corriger avant 2027. D'ici là, le nouveau stade devrait être achevé et sera facilement rempli. Les 45 000 tickets disponibles pour le premier match du CHAN ont été vendus en moins de 2 jours. Allez, on passe à la culture ce vendredi avec un écrivain universitaire franco-marocain qui fait beaucoup parler de lui. Khalid Lamyali revient après le succès de son premier livre, un roman étranger en 2017. Il revient avec évocation d'un mémorial à Venise qui raconte l'histoire de Pathé Sabali, un jeune réfugié gambien qui s'est noyé dans le grand canal de Venise en 2017 sous les regards indifférents des passants. Un drame qui avait ému mais aussi choqué, notamment par la froideur des réactions. Khalid Lamyali, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors ce roman, je le disais en introduction, il s'inspire d'un fait divers tragique. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire de Pathé Sabali à travers une fiction plutôt que sous la forme d'un essai ou même d'une enquête journalistique, parce que vous auriez pu? Oui, tout à fait. Le narrateur, à un moment donné, il dit « Je suis ni journaliste ni enquêteur ». Je pense que l'écriture de ce roman, elle est partie d'une colère, d'une indignation personnelle face à ce drame qui a eu lieu en 2017. Et puis, j'ai commencé à rassembler un peu des informations sur ce drame et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de lacunes, il y avait beaucoup de manques. Et la fiction a vocation à interroger, à poser les bonnes questions, à ouvrir des portes, à tâtonner. Et donc, c'est venu comme ça. Le choix de la fiction donnait un peu plus de liberté, justement. Et ce qui est intéressant, votre narrateur, il s'auto-interpelle et à travers lui, ce procédé-là, évidemment, vous interpellez aussi le lecteur sur finalement notre indifférence globale. On le voit par rapport au drame qui traverse le monde et en particulier l'immigration. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez à cœur, interpellé à travers une fiction de ce jeune Gambien réfugié qui est mort à Venise? Bien sûr, tout à fait. En fait, l'écriture de ce livre a été avant tout une main tendue, une sorte de main tendue vers Pathé Sabali et aussi à travers lui à tous les réfugiés, à tous les déplacés, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou ailleurs. Je pense qu'il était aussi très important de s'interroger, de se regarder dans le miroir de cette tragédie. C'est-à-dire de se poser la question, que peut la littérature? Que peut-on en tant que témoin face à ces drames? On le voit aujourd'hui dans un autre contexte, par exemple en Palestine, avec ce qui se passe à Gaza, ce qui émeut énormément. Et je pense qu'on vit une époque où on est constamment en train de s'interroger face à ce qu'on voit,
face à ce qu'on regarde. Et je pense que est-ce qu'on n'est pas blasé par rapport à ce qu'on voit, justement? Justement, il y a un sentiment d'impuissance, tout à fait. Il y a vraiment un profond sentiment de rage, d'impuissance, de colère, d'indignation. Et je pense que la littérature, la poésie, par exemple, nous donne des possibilités de réponse. Nous mettent peut-être sur le chemin d'une réflexion qu'on fait ici à travers un livre ou à travers un poème, par exemple. Je lis beaucoup de poésie en ce moment. Et je pense que la poésie permet aussi de guérir certaines blessures. Et c'est intéressant que vous parliez de poésie parce que la forme littéraire du livre est très particulière. Ça oscille entre fiction, réalité, documentaire, mais aussi poésie. Comment vous avez fait pour trouver l'équilibre? Parce que vous marchez sur ce film et vous êtes toujours juste, vous tombez jamais dans la caricature, dans l'un ou dans l'autre. Comment vous avez fait justement? Alors, il y a une figure qui a énormément compté pour l'écriture de ce livre, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, quelqu'un qui arrive comme ça à joindre le politique et le poétique d'une manière singulière, d'une manière extrêmement forte. En fait, j'ai très vite compris que la seule manière peut-être d'écrire ce livre, c'est de sortir des genres littéraires. C'est de l'écrire à la fois comme un roman. D'être libre. Et tout à fait. Et d'emprunter un peu à la poésie, d'emprunter un peu à l'enquête, au roman, et d'essayer de mettre tout ça ensemble de la même manière que j'ai essayé aussi de ramener d'autres histoires, d'autres Africains, d'autres réfugiés. Et j'ai découvert un pays, la Gambie, que je ne connaissais pas. Et donc ça m'a obligé aussi, moi, Marocain, d'aller me renseigner sur la Gambie, lire l'histoire de ce pays, la géographie de ce pays. Et donc c'est tout un travail comme ça de reconstruction, mais aussi un pas de côté en ce qui me concerne. Et une main tendue, comme je disais tout à l'heure, à la fois entre le nord et le sud du continent africain. Et vous invitez par-delà même les lecteurs, j'allais dire les spectateurs. D'ailleurs, après, les spectateurs liront ce livre, évidemment, et ils feront aussi le travail. Votre parcours personnel, il est aussi marqué par plusieurs cultures, plusieurs pays. Le Maroc où vous êtes né, à Rabat, la France, vous avez fait des études, vous avez été ingénieur avant d'être maintenant dans la littérature et d'être aux États-Unis. Enfin, Khalid, où habitez-vous? Savez-vous seulement où vous habitez? Je pense que je suis un peu dans le déplacement continu, dans cette mobilité qui est une chance en ce qui me concerne, parce que je suis bien conscient que peut-être tout le monde n'a pas accès à cette liberté de déplacement et de mobilité, mais je pense que c'est une liberté aussi qui m'oblige. C'est-à-dire, je suis extrêmement intéressé par le besoin de mettre en relation les espaces. C'est ce que j'essaie de faire à travers mes cours, à travers mes travaux universitaires, quand j'étudie la littérature maghrébine francophone, et aussi à travers mes dialogues avec des amis, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Je pense que c'est un aspect, c'est une expérience qui me tient à cœur et qui vient nourrir justement ces déplacements. Voilà. On peut tout à fait le comprendre et c'est très réussi. Évocation d'un mémorial à Venise de Khalid Yamlaili. Je vous le recommande fortement et c'est publié chez Présence Africaine. Voilà, qu'on salue ici. Merci. Beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier. De Rabat à Paris, en passant par Chicago. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça ne s'arrête jamais même. Merci. Merci.